Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on débriefe la deuxième étape du Tour des Alpes-Maritimes. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur cette journée. On fera le bilan, top flop comme d'habitude. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. YouTube, TikTok, le débrief des compétitions en direct juste après l'arrivée. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis, vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec ce tour des Alpes-Maritimes. Après ces 2 jours de cours, je me dis encore, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas fait 3 classiques. C'est-à-dire que soit on faisait une course par étape de 3 jours, mais une course par étape de 2 jours, sans contre-la-montre en plus, c'est fait qu'on a un classement général où il y a encore énormément de concurrents qui sont dans le même temps. C'est-à-dire que donc où ça s'est fait à la place sur les 2 étapes, mais on n'avait pas d'étape suffisamment dure pour créer des écarts, il n'y avait pas d'arrivée au sommet, donc c'était quasiment impossible de faire des écarts. Et puis 2 jours, c'est trop court. Alors déjà que normalement le Tour des Alpes-Maritimes, ça se joue à pas grand-chose. Alors là, ça s'est vraiment joué à pas grand-chose. Ça s'est joué à une bonif, quoi. Donc ça fait une course qui moi ne m'a pas passionné parce que moi d'une course par étape, c'est un peu ce côté feuilletonnant. Là, j'ai pas le côté feuilletonnant parce que deux épisodes, c'est pas un gros feuilleton. Et puis en plus, le parcours était pas dingue. Même si on avait des bons coureurs au départ, on avait Romain Bardet notamment, vers Marqueux, Cosnefroy, Albanese, même Bonifacio par exemple. Non, il y avait des bons coureurs au départ, mais le parcours des 2 étapes, je ne les trouvais pas très intéressants et je me dis à quel point cette course-là avait un intérêt. On parle toujours de l'intérêt du Alula Tour, du Tour de Man, des courses de début de saison. Mais là, au moins, tu as 4-5 jours, tu as quand même des montées qui sont difficiles. Là, très clairement, à la fin de ces 2 jours de course, je me dis, quel était l'intérêt de cette course par étape? C'est-à-dire, dans le calendrier, on s'en souviendra pas. Enfin, là, déjà, je vais avoir du mal à m'en souvenir, mais dans 10 jours, on s'en souviendra plus. Euh, Surtout que ça s'est joué sur des détails, quoi. Enfin, c'est même plus des détails, c'est joué, oui, presque sur des détails, sur une bonif qu'elle n'a pas pris Albanese. Mais tu vois le nombre de coureurs qui sont à moins d'une minute, c'est impressionnant, hein. Mais les parcours n'étaient pas très sélectifs. Je me demande vraiment quel était l'intérêt. Quel était l'intérêt de cette. J'ai regardé les 2 étapes. Même, alors pour tout vous dire, au départ, je voulais même mater les replays dimanche de l'étape sur France 3. Je n'ai jamais pu mater les replays sur France 3. Ça, je voulais me dire, tiens, bah, souvent je passe par Eurosport, mais sur les courses qui sont diffusées par France 3, j'aime bien regarder de temps en temps les courses diffusées par France Télévisions. Puis pendant le Tour de France, je regarde sur France Télévisions et ce genre de choses. Mais là, ouais, je me suis dit, mais voilà, quel intérêt? Quel intérêt sur cette semaine de compétition? Bon, voilà. Donc j'ai pas grand chose à dire parce que ça m'a pas passionné du tout. Donc on va faire le top et flop parce que je l'ai fait sur la première étape. Mais si j'avais pas fait la première étape, je sais pas si j'aurais fait un débrief de la course. Vraiment. J'ai hésité, hein, pour tout vous dire, c'est pour ça que je le fais aussi tardivement. Parce que bah il n'y a pas grand chose à dire et que pour moi j'ai pas pris beaucoup de plaisir à regarder cette épreuve. Bon, on regarde tout de suite les coureurs au top. Ah, attaque de Marlou! Premier coureur au top, le vainqueur du jour, le vainqueur de cette semaine de compétition, c'est Benoît. Enfin, de ces 2 jours de compétition, c'est Benoît Cosnefroy qui s'impose devant Albanese pour 2 petites secondes. Ça s'est joué à la bonif prise par Épintre. Ils ont bien, contrairement à Groupama, ils ont bien géré le surnombre. Je suis quand même surpris de la force de Cosnefroy. Parce que c'est pas le mec qui est le meilleur au sprint, hein, Cosnefroy. Et face à Albanese, je me disais,
Ça va être compliqué. Bon, je me disais pareil face à Romain Grégoire, mais comme la Groupama a haché dans la colle, ça a été plus facile. Et je me disais, Cosnefroy face à Albanese, ça va pas être facile. Face à Bastien Tronchon aussi, je me disais presque, est-ce qu'il faut pas plutôt miser sur Bastien Tronchon? Mais je me disais, Décathlon, ça va peut-être être compliqué. Et puis, bah non, parce que Benoît Cosnefroy, il a trouvé l'énergie nécessaire dans le final. Je pense que c'est une victoire qui lui fait du bien, même si c'est pas sur une grosse épreuve où il n'y a pas eu forcément une grosse adversité, mais ça lui fait du bien au moral. L'année 2023 n'a pas été dingue en termes de résultats et voilà, gagner cette épreuve, enfin cette étape, lui fait du bien. Après gagner l'épreuve, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais gagner cette étape, je pense, lui a fait beaucoup de bien à Benoît Cosnefroy. Et puis bah, ça confirme tout le bon début de saison de Décathlon à G2R. C'est vrai qu'autant je tire un peu dans les pattes de la Total Energy, qui a encore raté des invites, autant du côté de AG2R, bah, le début de saison il est bon, ils ont fait du bon boulot. Lui il fait 2 top 10 sur l'étoile de Bessèges, un énorme travail sur la classique VAR. Puis après, derrière, ce Tour des Alpes-Maritimes, c'est même pour ça que Paris Peintre a fait le job pour Cosnefroy. C'est un petit peu le renvoi d'ascenseur du travail qu'il a effectué, notamment dans la descente sur la Classique VAR. Mais ça lance la saison. Il va faire la Drôme classique. Normalement, quand on fait la Drôme, on fait l'Ardèche aussi. Et puis, il ira surtout au Strade Bianche. Cosnefroy, ça peut peut-être le faire sur l'Estrade. Je pense que sur Milan, c'est encore une fois, soit il arrive à s'échapper, soit c'est compliqué. Mais je pense qu'il doit se dire, j'ai bien fait de continuer avec AG2R, parce que c'est vrai qu'il y avait eu un doute. Lui, il a imposé très clairement dans sa renégociation d'avoir une bonne marque de vélo. C'est-à-dire qu'il voulait le vélo. Voilà, parce que bah, on s'aperçoit que le BMC était peut-être pas si bien que ça l'année dernière. Moi qui pensais que BMC était toujours dans l'élite des vélos, vous savez, je suis pas un pur spécialiste, je suis pas un spécialiste matériel, mais je me disais bah du côté de Van Rysel ça va peut-être être bien, sauf que tu aperçois que les résultats sont bien meilleurs. Le vélo de chrono, j'ai trouvé très aéro, le vélo de chrono. Je sais pas si vous avez regardé, mais par rapport aux autres vélos de chrono, le Van Rysel, il a au niveau de la largeur, au niveau de la potence, est énorme. La taille du cadre à cet endroit-là est énorme par rapport aux autres vélos. Je pense que c'est pour une question de flux d'air, c'est pour une question vraiment aéro qu'ils ont fait un cadre aussi étiré, mais c'est impressionnant. La largeur à cet endroit-là du vélo et au niveau du cadre, alors, au niveau de la potence, vraiment, vous avez une largeur de 4,12 m de large. C'est impressionnant. Mais on voit que Van Rysel a bossé. Je pense que le projet avec Decathlon, il date pas d'il y a 2 jours. Donc c'est-à-dire que c'est un projet qui datait peut-être du début de saison. Et peut-être que Vincent Lavenu s'est dit, si je veux garder mes leaders, par contre, il faut que Van Rysel bosse sur les vélos. Et il y a peut-être eu une sorte d'échange là-dessus, en se disant, je veux bien m'associer avec Decathlon, mais il va falloir que la marque de cycle progresse et fasse du bon boulot. On s'aperçoit que pour le moment, Van Rysel, les vélos fonctionnent. Parce que certes, les coureurs, ils sont bons, on le savait, ils étaient bons l'année dernière, mais quand tu vois le chrono de Bacon O'Connor, quand tu vois ce que fait Bruno Armirail aussi, quand tu vois les performances de tous les coureurs, tu te dis qu'il y a aussi une question de matériel. Le matériel fonctionne. Donc bah voilà, Cosnefroy confirme cet excellent début de saison. Et aussi que Decathlon, dans sa manière d'appréhender l'année, a fait un jeu différent. C'est-à-dire que les années précédentes, Decathlon, les résultats avant le Giro, c'était poussif. Là, on a des résultats tout de suite. Alors, il va falloir faire attention, par contre, de ne pas faire la même chose qu'Intermarché l'année dernière. Intermarché l'année dernière, en février, il marchait sur l'eau. Ça s'est quand même bien dégradé ensuite. Moi, Decathlon, je vais attendre maintenant de voir si ça va tenir dans le temps. Ça va être la grande question. Mais pour le moment, ce que fait cette équipe, bah, c'est bien mieux que les années précédentes. Il faut bien le dire. On poursuit. Deuxième coureur top. J'ai mis Kostю. Bon début de saison d'Evan Kostyu. Alors là, il n'y a pas le résultat, on va dire qu'en adéquation avec les efforts qu'il a réalisés, parce qu'il finit 15e du général. Mais je trouve qu'il a l'attaque, on l'a vu
sur pas mal de courses autour de la Provence. Il était présent là encore sur ce Tour des Alpes-Maritimes. Pour l'instant, il fait un bon début de saison. Voilà, il est pas mal à l'attaque. C'est un coureur qu'on verra également sur la Faune Ardèche Classique. Il avait fait deuxième l'année dernière de Paris-Camembert, qui est bon déjà, c'est plutôt une belle perf de faire deuxième de Paris-Camembert, parce que c'est quand même une course où c'est souvent très animé. Il avait fait deuxième derrière Valentin Ferron, mais devant Vernès, Madouas et Guillaume Martin. Et puis il y avait du monde, hein. Il y avait du Elie Jabert aussi, il y avait Cocard, il y avait du Jardin, ouais, non, il y avait quand même des bons coureurs au départ de cette épreuve. Donc ça montrait déjà une évolution. C'est vrai que jusqu'à maintenant, Evan Kossou, les résultats étaient intéressants, mais pas non plus si exceptionnels que ça. Là, les résultats sont bien. 13e de la Classique VAR, alors que le leader est tombé. Là, sur ce Tour des Alpes-Maritimes, tu as un leader qui est un peu convalescent. Bam, tu fais aussi des résultats. Classique VAR, bam, 13e. Bon, voilà. Alors, on va me dire, ce sont que des épreuves françaises. Oui, mais ça reste un coureur qui n'a que 21 ans aussi. Et ça veut dire que, bon, voilà, la pépite progresse. On va voir ce que ça va donner sur, par exemple, la Faune Ardèche Classique, voir s'il est aussi dans les bons coups sur cette épreuve-là, parce qu'il y aura du bon monde hein, sur la Faune Ardèche Classique. Il y aura Masnada, par exemple, il y aura Guillaume Martin qui sera au départ, il y aura Marc Hirschi avec Sivakov, il y aura Michael Woods, il y aura Skelmose qui fera son début de saison, Bardet, Madouas, Grégoire, Félix Gall également, avec Simon Pello, Yanis Voisard, Reichenbach, il y aura également Tisa, il y aura Dvernès avec également Anders Alon Johannesson, il y aura Burgodo, il y aura également Jean-Louis Leny, le grand ami de Miss Sud. Non, il y aura du beau monde au départ de cette épreuve. Donc ça sera intéressant de voir comment ça va se passer. Épreuve qui est une Pro Series. Hein. Les deux sont des Pro Series. Et là, tu vois, en plus, c'est qu'une 2-1. Donc Cosnefroy, au final, il gagne 125 points, plus 14 de victoires d'étape. Ce qui fait pas un pactole non plus si impressionnant que ça, vu que c'était seulement une 2-1 et pas une Pro Series dans cette étape, cette course des Tours des Alpes-Maritimes. Mais Kosciuszko pas mal. Puis je termine avec Brazafonso, qui finit à la porte du top 10, il finit 13e. Brazafonso, mais c'est bien pour ce coureur, 24 ans, arrive un peu sur le tard chez les professionnels. Première année chez les professionnels à 25 ans, il était chez Philippe Wagner, passé par le CC Etup. Particularité, vainqueur du classement de la montagne du Tour de la Mirabelle. Il avait fait 9e du général de cette même course en 2019, deuxième de Paris 3 également. À son palmarès, un tout petit gabarit, 1,63 pour 50 kilos tout mouillé seulement. Mais il y a eu des résultats. Donc comme je vous le disais, le Tour de la Mirabelle, c'était au mois de septembre. 7e du Grand Prix des Marbriers également. 6e de l'Estivale bretonne, 7e de l'étape de Cernay sur le Tour d'Alsace. Il avait fait 5e des championnats de France amateurs où ça roulait très très fort. 2e du Tour de la Mirabelle. Oui, c'était 2e du Tour de Moselle, pardon. Donc non, et puis 2e du Grand Prix Béra Immobilier en Suisse. Derrière Antoine Aebi et devant Marcel Weiss. Putain, il court encore Marcel Weiss. Ah oui, ah oui, il court encore. Il court encore, dis donc. Marcel Weiss. Alors, sur des épreuves nationales, il a fait notamment le Tour du Jura, vainqueur du chrono de la Sionge, par exemple, en Suisse. Voilà, il court chez les amateurs en Suisse, dans une équipe qui s'appelle Windows Master by Weiss Training. Donc, c'est lui qui doit faire le job, Marcel Weiss. Je pensais qu'il avait arrêté, mais non, il court toujours. Il a 37 ans, ouais, il n'est pas si vieux que ça, parce qu'il est arrivé chez les pros en 2007. Marcel Weiss, il a arrêté au moment de l'arrêt de Yam. C'est partie des coureurs qui avaient arrêté à ce moment-là. Donc, voilà, il n'avait pas repris après Yam, contrairement à d'autres.
qui eux avaient poursuivi, mais comme Jérôme Coppel par exemple qui avait arrêté quand Yam s'était terminé. Voilà, il y avait Sarah Montins également, lui il avait continué un petit peu après le laiton. Mais il y avait pas mal de mecs qui avaient fini leur carrière chez Yam et qui n'avaient pas repris derrière parce que ils n'avaient pas trouvé forcément d'équipe pour les accueillir à ce moment-là, tout simplement. On poursuit avec désormais eh bien, donc Clémence Afonso Braz. Belle semaine de compétition, parce que je me suis un petit peu perdu. Belle semaine de compétition pour le français, avec cette 13e place. Il avait fini 23e déjà de l'étale de Bessèges, 20e de la Classique VAR. Donc c'est l'un des rares coureurs qui apporte des points à cette formation CIC U Nantes Atlantique, qui a un début de saison un petit peu compliqué en termes de résultats et de performance. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec la Groupama. Stratégie assez incompréhensible de cette formation. Je crois on est vraiment passé à côté. Romain Grégoire, il a fait beaucoup d'efforts. Je comprends pas. En fait, t'as Geniette, Paché. Paché, il n'est pas dans une forme olympique pour le moment, donc je comprends pas pourquoi ces deux-là n'ont pas essayé de garder une cohésion en roulant pourquoi pas avec les AG2R dans le final. Sauf qu'on fait bouffer du vent Romain Grégoire. Je trouve qu'en termes de stratégie, on est passé à côté. La meilleure chance aujourd'hui, c'était Romain Grégoire au sprint. Soit t'arrivais à te détacher avec un coureur, mais la manière dont ils l'ont fait, on avait l'impression à certains moments qu'ils se couraient presque les uns après les autres. Et Geniette qui a été très discret dans le final. Alors oui, c'est bien d'être présent, il est dans le bon groupe, hein, Geniette. Mais bon, il y a un moment, tu dois faire presque ton job d'équipier. C'est pour ça qu'on te paye un petit peu. Sauf que il a pas mis un coup de pédale, quasiment. C'était pas Romain Bardet et Michael Woods de rouler. Donc je trouve ça assez surprenant, la manière dont a travaillé la Groupama. Pour moi, ils perdent vraiment la course, c'est sur leur stratégie. Leur stratégie, elle est trop défaillante. Et aujourd'hui, le premier Groupama, c'est Romain Grégoire. C'est un peu dommageable, quoi, parce qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Quand tu vois ce qu'a fait Arkea, notamment avec Kostyu, je trouve que Arkea, ils ont tenté. Ils n'étaient pas favoris, ils ont tenté des choses. Quand tu vois la manière dont tu as travaillé à G2R, enfin il y a un moment. Et puis en plus, Arkea, ça leur a permis comme ça de protéger Albanese aussi pour le sprint, parce qu'en se disant, nous on tente d'attaquer, comme ça lui il n'est pas obligé de rouler. Et ça a été, je pense, une bonne stratégie. Mais ouais, c'est dommage quoi, autour de cette formation, parce qu'il y avait bien mieux à faire, et ce qui fait qu'on marque pas beaucoup de points UCI au final sur cette semaine de course. Alors ils en marquent quand même plus que du côté de la Total Energy, où on marque 6 points, je crois, sur la semaine. Oui, c'est ça, 6 points. 6 points. Il n'y a pas que CIC qui est en difficulté. Mais je vais arrêter de taper sur la Total, parce que chaque fois on tape sur la Total, et bon, il va falloir quand même trouver des solutions dans cette formation. On verra ce que ça donne sur l'Ardèche classique, parce que, alors faut dire, c'est incroyable quand même du côté de la Total Energy. Donc ils ont envoyé des mecs en stage au Rwanda. Ça a été prévu l'année dernière, ils l'ont fait cette année. Donc ils ont mis des mecs en stage au Rwanda qui n'ont pas couru, pour certains, le Tour du Rwanda. Tu te dis, bon, pourquoi pas, hein. C'est vrai que le Rwanda, t'es en altitude, il fait bon en termes de température, donc ça peut être une bonne idée. Sauf qu'en fait, ils les ont préparés pour les classiques. Sauf qu'ils vont quasiment pas faire de classiques flandriennes. C'est-à-dire que Turgis, pour le moment, il a quasiment... Je crois qu'il n'a pas couru, Turgis. Du fait de ce format-là, de stage. Parce qu'ils se sont dit, on va avoir les invites, c'est pas un problème. Tu vois, on aura les invites, on n'aura pas à s'inquiéter. C'est-à-dire qu'ils étaient quand même dans une situation où ils étaient très confiants. Oui, il n'a pas encore couru en 2024, Turgis, c'est bien ça. Il va commencer à Kurne. Bon début. Parce qu'ils ont plein d'invitations qu'ils n'ont pas eues, quoi. C'était pas du tout prévu.
Ça montre quand même un peu d'amateurisme de prendre ce risque-là avec un coureur comme Turgis. C'est pas le seul Turgis à pas avoir de jours de course pour le moment. Parce que bah, ils se sont dit non mais t'inquiète, ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. Et puis bah non, c'était pas bon du tout quoi. C'est même la galère. Donc non, c'est quand même difficile de défendre Total Energy. Puis je vais finir avec Israël. Bon, alors certes, t'as Michael Woods qui, on va dire, a tenu la baraque pendant toute la semaine avec Ethan Vermeulen. Par contre, Fuglsang porté disparu. Dylan Tuns, pas exceptionnel non plus, hein, les deux. Hein. Dylan Tuns, c'est quand même incroyable. Il fait 6 mois chez Bahreïn, excellent, avant de rejoindre Israël. Depuis qu'il est chez Israël, les résultats sont pas bons. Alors que quand il quitte la Bahreïn, les résultats sont pas mauvais. Hein. Je me souviens notamment sur le Tour de Romandie, il gagne une étape, Tuns, cette année-là. Derrière, depuis, c'est un peu la dégringolade. Fuglsang, il a renouvelé, ça je trouve ça incroyable. Ils ont fait la même erreur qu'avec Chris Froome, qui est sur le Tour du Rwanda, il est au-delà de la 20e place au général, hein, Froome. Mais je trouve ça incroyable de le renouveler. Mais c'est vrai que Tuns, quand tu vois les résultats, tu te dis... ça fait depuis... Voilà, l'année dernière, c'était pas bon. Hein. On attendait beaucoup plus d'un mec comme Dylan Tuns, qui a été assez transparent sur les grandes épreuves du calendrier. Pas suffisamment présent, Dylan Tuns. Et puis surtout, on ne l'a même pas envoyé sur les classiques ardennaises. Alors, je ne sais pas s'il n'était pas blessé au moment des classiques ardennaises, mais il a été... voilà, il n'a pas marqué beaucoup de points. De toute manière, je ne sais pas s'il aurait pesé sur les classiques ardennaises, parce qu'il n'était pas dans une grande condition physique. Voilà, il avait fait 15e de l'Étoile de Bessèges, 19e du Tour d'Andalousie, 32e du Tour de Catalogne et 37 du Tour des Flandres. Donc c'était pas exceptionnel. Donc ça serait bien de retrouver des jambes. Et puis Fuglsang, oui, il a un contrat encore jusqu'à la fin de saison, quoi. Bah, ils ont recruté Fuglsang, la même erreur que Froome, c'est-à-dire ils l'ont recruté, enfin il n'a pas été renouvelé, pardon, mais parce qu'il hésite encore, je crois. Mais ils ont recruté un mec qui avait 35 ans et qui était plus très frais physiquement, quoi. Ils ont fait la même erreur. Mais bon, c'est la magie d'Israël, hein. Première tech. Parce que d'avoir des coureurs qui ne performent pas quand ils sont dans cette équipe et d'avoir des coureurs qui sont en fin de carrière, c'est quand même vraiment l'EHPAD, l'équipe Israël. Hein. Sur certains aspects, alors autant, bon, ils font quand même des résultats maintenant, parce qu'à une époque, ils faisaient pas de résultats, mais c'est vrai que ça reste quand même un peu un EHPAD. Donc c'est un petit peu dommage. Puis c'est un petit peu dommage, moi, je trouve, les coureurs qui finissent pas au top, quoi. Tu sais, qui font 1 année, 2 années, un petit peu en difficulté. Je pense à Vauclair, par exemple. Les dernières années de Vauclair sont pas dingues. Parce que bah, il est plus trop dans l'allure. Et Fuglsang, bah, je pense qu'il est plus dans l'allure. Alors certains vont me dire, mais t'es qui pour dire qu'il faut qu'il prenne sa retraite? Il a le droit de continuer. Il y a les amateurs. Il y a le Continental. Mais quand tu es cycliste professionnel en World Tour ou en 2e division, tu attends quand même un minimum de niveau de performance. Et si tu n'es pas capable d'avoir ce niveau-là de performance, bah, je pense qu'à un moment, il faut soit s'arrêter, soit il faut aussi que l'équipe sache mettre dehors un coureur. Parce qu'on n'est pas là pour amuser la galerie quand on est en 2e division. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Grande Camino UAE Tour cette semaine avec le Grand Prix d'ouverture et Ardèche et Drôme Classique. Donc autant vous dire que le programme va être chargé en plus du tournoi destination et toujours de la Arkea Ultimate Challenge. Allez, ciao ciao!